Michel Potvin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Japon et à la Chambre de commerce française. Vous dirigez maintenant la CNCPI. Peut-être on peut commencer par une présentation de cette noble institution et puis ensuite on ira dans notre entretien. Merci. Alors la CNCPI, c'est la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Donc c'est un organisme officiel puisque nous sommes en fait créés par la loi. Il y a des dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui concernent la CNCPI et son fonctionnement. Et donc cet organisme regroupe tous les conseils en propriété industrielle de France, donc les praticiens en brevet et en marque qui, au sein de leur cabinet, offrent leurs services au public. Donc, on est une organisation dont sont membres tous les CPI. Voilà. Ça regroupe deux familles de praticiens, les praticiens qui s'occupent de brevets d'invention et ceux qui s'occupent de protection des marques, dessins et modèles. Voilà. Certains ayant par ailleurs la double qualification. Voilà. Et on est une organisation donc nationale euh, qui compte aujourd'hui un peu plus de 1130 conseils en propriété industrielle. D'accord, donc Voilà. c'est beaucoup moins en chiffres que les avocats par exemple. Ah, c'est beaucoup moins en chiffres que les avocats, effectivement, puisque les avocats sont plusieurs dizaines de milliers. Ok. Mais eux s'occupent de tous les domaines du droit. Les avocats en propriété intellectuelle sont bien moins nombreux, hein. D'accord. Euh, mais notre spécialité, c'est la propriété intellectuelle en tant que praticien, en effet, oui. Alors c'est un sujet passionnant, la propriété intellectuelle et industrielle, qui a ses particularités, la France, les États-Unis, les anglo-saxons, le droit Oui. européen, etc. Vous parliez lors de votre prise de fonction de renforcer la présence française, européenne et internationale et de préparer les révolutions de l'IA. Peut-être on peut commencer par le premier volet. Qu'est-ce que ça veut dire et comment renforcer cette présence française, cette visibilité française dans le reste du monde? Alors, eh bien, une des façons de le faire, c'est la raison de ma présence ici, puisque nous sommes une délégation de 8 conseils en propriété industrielle, actuellement en visite au Japon pour un voyage avec des réunions pendant 4 jours, où nous rencontrons nos homologues, à titre principal des représentants de la JPAA, qui est la Japan Patent Attorney Association, donc la profession des praticiens en brevet au Japon, profession très nombreuse. Mais pas seulement, on rencontre également d'autres associations, d'autres organisations pour faire entendre la voix de la profession française et rappeler qu'on a un certain nombre de choses à leur communiquer sur pas mal de sujets. Et c'est ce qu'on fait au cours de notre réunion. On leur présente par exemple un bilan de la jurisprudence toute récente de la juridiction unifiée du brevet, qui maintenant a rendu des décisions depuis 2 ans. Nous parlons aussi réforme des dessins et modèles. Il y a eu une réforme toute récente. Ils sont très intéressés par entendre les nouvelles dispositions possibles dans ce domaine. Voilà 2 exemples euh, sur lesquels nous communiquons concernant les compétences et le savoir-faire de la profession française. Il faut voir en fait que la profession japonaise, lorsqu'elle recherche une protection en Europe, peut s'adresser à différents types de praticiens, puisqu'on est un certain nombre de professions en Europe à avoir des compétences pour des protections européennes. Comme vous le savez, en Europe, on a un office européen des brevets, hein, et nos homologues, par exemple allemands ou de Grande-Bretagne, sont également représentants, comme nous. Il y a également le UIPO, hein, l'Office européen qui s'occupe de la protection des marques et des dessins et modèles. On est également mandataire devant cet office et nos confrères allemands et nos confrères de Grande-Bretagne le sont aussi. Et bien là, on vient porter la voix de la France et expliquer nos compétences et rappeler nos compétences à la profession japonaise. Et ils sont très intéressés des présentations que nous leur faisons sur un certain nombre de sujets. C'est un Voilà. domaine qui a tendance à s'harmoniser ou c'est un domaine où les spécificités nationales ou régionales ont tendance à se solidifier et à se Alors, distinguer? on est sur un mouvement d'harmonisation de long terme, puisque cette harmonisation a commencé à la fin du 19e siècle avec la Convention d'Union de Paris, un accord international qu'on utilise encore de nos jours, c'est dire.
Et ça continue. On a eu ces dernières décennies justement la création de ces grands offices européens, l'Office européen des brevets qui a commencé ses travaux dans les années 70, l'EUIPO, l'Office des marques et des dessins et modèles de l'Union européenne. Tout récemment, on a eu la création de cette juridiction unifiée des brevets, qui est une très grande innovation en matière de droit, puisque pour la première fois, il y a une juridiction qui, dans ce domaine, va pouvoir rendre des décisions portant sur plusieurs pays à la fois, décisions en matière de contrefaçon de brevets ou d'annulation de brevets européens. Et elle le fait avec donc un pouvoir s'étendant à jusqu'à 18 pays. Hein. Et donc ça, c'est une création unique au monde en fait. Et donc sur le terrain européen, on est assez fiers en fait d'avoir ces trois pôles très forts que sont l'OEB, le UIPO et la juridiction unifiée du brevet. Alors ça, ce sont des exemples d'harmonisation. Le droit de l'Union européenne sur notre continent tend également à poursuivre l'harmonisation des règles de droit. Il reste des spécificités entre les pays européens et plus on s'éloigne, plus on peut rencontrer certaines spécificités. Mais globalement, on tend effectivement à un système relativement bien harmonisé. Voilà. Alors le sujet, celui dont les deux lettres dont tout le monde parle, c'est évidemment l'IA. Et c'était un des sujets que vous avez abordé lors de votre prise de fonction. Évidemment, ça remet en cause la notion d'auteur, de création, d'emprunt, etc. Comment un professionnel comme vous aborde cette notion nouvelle? Pour vous, c'est une révolution, ça veut dire un changement du droit, de la façon dont on considère même l'acte de création. Comment on peut anticiper les changements du droit qui vont arriver? Alors en fait, il y a deux grandes façons, effectivement, votre question est très pertinente. Il y a deux grandes façons de l'aborder. Il y a, première façon, comment est-ce que l'IA vient, j'ai envie de dire, heurter le droit de la propriété intellectuelle. Et la deuxième, c'est quels sont les changements que l'IA apporte dans notre travail au quotidien sur les dossiers de nos clients. Alors sur le premier volet, effectivement, c'est la question des créations ou des inventions faites en tout ou partie par de l'IA. Hein. Donc la question se pose en matière de brevets. Il y a déjà un peu de jurisprudence sur des inventions entièrement créées par de l'IA. Et aujourd'hui, ça pose une difficulté parce que les offices de brevets pour délivrer réclament un inventeur personne physique. Parce que l'IA peut s'auto-créer, en fait, ou Bien, va disons s'auto-créer. qu'une IA qui est entièrement supervisée, mais qui fait entièrement le travail qui est supervisée, mais qui fait entièrement le travail de conception, elle va produire un objet, hein, et si cet objet résout un problème technique et a une nature technique, en théorie, il a vocation à être protégé par brevet, mais là, quelle personne physique désignée comme inventeur? Il n'y en a pas. Donc il y a une fameuse affaire qui a fait beaucoup de bruit dans plusieurs pays, puisque ça a été jugé plusieurs fois, l'affaire d'Abus, et où finalement, après recours appel, les juridictions les plus hautes ont décidé que le droit de brevet ne pouvait pas être obtenu en l'absence d'inventeur personne physique. Alors on a ça, on a donc le droit des brevets, on a également évidemment le droit de la propriété intellectuelle côté propriété littéraire artistique et droit d'auteur, comme vous le savez. Hein, il y a beaucoup de créations maintenant protégées par IA. Ça pose un certain nombre de difficultés sur le droit d'auteur. Et il y a également aussi tout l'aspect data mining, comme on dit en français, c'est-à-dire l'entraînement des IA sur des données, sur des œuvres qui existent. Comment protéger les producteurs de ces données ou les auteurs de ces œuvres contre leur exploitation par l'IA. Donc ça, c'est tout le volet de réflexion sur IA et droit de la propriété intellectuelle. Côté Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, on pousse à un complément à ce droit. Il faut l'adapter, il faut peut-être créer un droit sui generis pour réfléchir à tout ça. L'autre grand aspect, c'est la question de l'évolution du travail quotidien, alors qui se pose dans tous les domaines d'activité, qui se pose également dans tous les domaines du droit, et en particulier dans notre domaine, puisque nos cabinets aujourd'hui travaillent beaucoup, de plus en plus, avec des outils d'intelligence artificielle. On est une profession réglementée, toutefois, on est en particulier astreint au secret professionnel. Donc, évidemment, on ne peut pas communiquer à des IA
qui ne serait pas limité à notre cabinet, et souvent c'est le cas, c'est forcément des IA extérieurs. On ne peut pas communiquer des données confidentielles, on ne peut pas communiquer des notes techniques que les clients nous ont envoyées sur des inventions. Donc ça, on ne peut pas le faire. En revanche, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'opérations sur lesquelles l'IA, évidemment, accélère beaucoup notre travail sur l'élaboration de certains documents, sur l'analyse de documents, sur des recherches de documents techniques, voire éventuellement des synthèses. Et là, c'est tous les jours que on est confronté à pratiquement de nouveaux outils. Et c'est un sujet très important dans notre profession comme dans beaucoup d'autres parce qu'on pressent que ça va faire évoluer beaucoup notre façon de travailler et que ça va faire évoluer le paysage aussi, et la structure et les modèles économiques de nos cabinets. Donc c'est une réflexion qu'on mène au sein de la compagnie. Et par exemple, hier, dans notre réunion avec la JPA, on a été surpris de voir que la profession japonaise était confrontée au même sujet et on était au même stade de réflexion, justement, et on va être ravis de continuer d'échanger avec eux là-dessus. Alors justement, moi, un auditeur me faisait remarquer que certes, l'audit et l'IA peut gérer de l'audit, mais il n'y a jamais eu autant d'auditeurs, on n'a jamais autant cherché d'auditeurs. Est-ce que les professions intellectuelles, comme la vôtre, ou avocat, ou auditeur, etc., vous craignez la vague de l'IA ou vous vous dites c'est un nouvel outil qui fait qu'on... Alors, l'IA rend de grands services, on le voit. Bien sûr, on n'a pas encore la vision complète comme toute révolution, parce que c'est une révolution. On n'a pas la vision complète de ce que ça va donner dans quelques années. Dans 5 ans, dans 10 ans, les choses auront été bouleversées, mais par définition, c'est un processus constant. Mais on voit que ça change les choses. Ce qu'on sait déjà, c'est que on ne peut pas évidemment laisser dans nos cabinets une IA travailler toute seule sur certaines choses. Quoi qu'on lui demande, les choses les plus élémentaires, il faut toujours que l'IA soit supervisée. Comme on le sait, une intelligence artificielle, ça peut halluciner, voilà. Donc il faut en particulier apprendre à faire des requêtes propres et efficaces. Donc il faut du savoir-faire en amont et il faut de la supervision en aval, ce qui veut dire qu'il faut continuer à maîtriser tous les aspects de son métier pour pouvoir juger si l'IA a convenablement travaillé ou pas sur la tâche qu'on lui a confiée. Voilà. D'accord. Peut-être on peut terminer par le Japon. Moi, quand je suis arrivé il y a 30 ans, le Japon était le pays du brevet. Sony déposait 33 brevets par jour, je me rappelle ce chiffre. Mais ça a mené plus tard à un débat se demandant si c'était trop de brevets ne tuait pas le brevet. C'est-à-dire s'il n'y avait pas une espèce de surprotection qui finissait par s'auto-nourrir sans une innovation qui correspondait. Où on est de ce débat sur il y a même des gens qui plaident pour plus de brevets du tout. Oui. Voilà. Où en est-on de ce débat en fait? C'est un débat ancien, voilà, plus de brevet du tout. Alors, le brevet, ça sert à protéger l'innovation. L'innovation, tout le monde est d'accord pour considérer que c'est une nécessité dans tous les pays. Voilà. Je rappelle un fondamental, mais c'est essentiel. Si on innove et qu'on ne se protège pas par brevet, ça veut dire qu'on consacre de l'énergie et du temps en recherche et développement. Ensuite, on communique son invention, on la met sur le marché. Ça veut dire qu'on la communique librement à la concurrence qui peut la reprendre et on n'est pas fondé à venir se plaindre. Donc le brevet, comme on dit, c'est le bras armé de l'innovation. Si on innove, il faut protéger par brevet et la plupart des innovations sont éligibles à la protection par brevet. Donc voilà, ça c'est la situation. Alors en France, en Europe, on innove, mais on innove peut-être pas assez, mais on innove. Mais les innovations qu'on fait, on ne les protège pas assez. Ça c'est clair. Il y a un gros déficit parce qu'il y a encore un déficit sur la culture de la protection par brevet. Avoir le réflexe de la protection par brevet, ce qui suppose avoir quelques notions, comment ça marche, comment on s'y prend, à quel moment. Les Japonais, comme les industries japonaises, comme d'autres industries dans le monde, sont très au fait de ça. Encore maintenant. Voilà, et je vais dire, les pouvoirs publics japonais sont également très au fait de ça. Le JPO, c'est un exactement, exactement. Voilà, on a même vu, il y a même un carrefour. Il y a un carrefour, une intersection à Tokyo qui s'appelle Japan Patent Office. Voilà, on n'en est pas là en France. Et ils ont depuis longtemps cette culture brevet parce qu'ils innovent beaucoup et surtout, beaucoup de leurs innovations, dès qu'elles sont intéressantes, pour une protection par brevet, ils le font. Ça nous mène à quoi? Ça nous mène à un nombre de dépôts de demandes de brevets japonaises qui est de 290 000 par an. Voilà. En France, demande de brevets français, nous sommes pratiquement à 20 fois moins.
On est à 15 000 dépôts par an. Pourtant, les innovations sont là, hein. En France, les grands comptes, les grandes entreprises aéronautiques, automobiles, médicales, souvent se protègent, déposent beaucoup. Mais en revanche, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, les PME, n'ont pas du tout ce réflexe. Alors certaines le font, mais beaucoup ne le font pas, ce qui fait qu'il y a un énorme déficit. On pourrait facilement doubler, tripler nos scores de dépôt de façon à protéger ces technologies. Parce que la difficulté finalement derrière, c'est un problème de souveraineté économique et de compétitivité industrielle. Ce sont les préoccupations du gouvernement en France, hein. Or, les brevets sont des éléments centraux pour ces questions-là, parce que si on ne dépose pas de brevets, ça veut dire qu'on laisse les technologies libres d'utilisation par les acteurs étrangers. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent venir les utiliser sur notre terrain de jeu, et en revanche, leurs innovations, ils viennent les bloquer sur notre terrain de jeu. Les Japonais, pour parler d'eux, sont de très gros utilisateurs du système européen des brevets, hein, voilà. Donc, si on met au point des technologies, si on met au point des technologies de rupture en particulier, il faut déposer des demandes de brevets pour les approprier, hein, pour assurer justement ces questions de souveraineté et de compétitivité. Voilà. Parce que je crois que contrairement au droit d'auteur, la protection ne naît pas de l'œuvre. Exactement. Elle Il faut nécessite une procédure de dépôt, puis d'examen et de délivrance. Voilà. Mais comme beaucoup de personnes ne maîtrisent pas les fondamentaux de ces éléments-là, au moins les bases, rien ne se produit. Alors on est là, la profession française des CPI est là pour faire cette pédagogie, pour conseiller, c'est notre métier et on le fait tous les jours. Mais beaucoup d'industriels n'ont pas ce réflexe. Voilà. Et on essaie de le susciter, on essaie de faire de la pédagogie, de la communication, mais c'est un travail de longue haleine. Donc Voilà. s'il y a une leçon du Japon, c'est qu'il vaut mieux déposer ses brevets que l'inverse Ah et ben, les prendre au sérieux. alors c'est une affaire sérieuse, et si on innove, il faut protéger ces innovations. Sinon, on a investi du temps, de l'énergie, de l'argent pour livrer le fruit de ces investissements à la concurrence française, étrangère, qui pourra librement les reprendre. Donc voilà, tout est dit, hein. Mm. Un brevet, c'est une interdiction, il faut le rappeler. Un brevet, c'est une interdiction. Quand on obtient un brevet de l'office, l'invention est interdite d'exploitation par les tiers. Voilà, c'est ça, c'est une interdiction. Rappelons ça. Et ayons ça en tête, que les industriels aient ça en tête, ils seront incités à utiliser le système des brevets, je l'espère. Emmanuel Potvin, merci infiniment. Merci Merci. beaucoup.